Bonjour Gilles, bonjour Oksana. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, on s'était vu en 2023 pour la sortie de vos titres et vous aviez annoncé déjà des parutions. Vous avez toujours 2 parutions par an. Cette année, c'est 10 puissance 8 K. Ouais. Kelvin, en fait. Kelvin. Juste une petite oui. modification. En fait, en fonction du problème des états de santé du dirigeant de Rivière Blanche, désormais, les sorties sont bimestrielles. Donc nous n'avons plus qu'une sortie par an. Voilà, c'est ce que... À partir de celui-ci. À partir de celui-ci. Et du coup, malgré tout, vous avez déjà annoncé un certain nombre de titres. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mais vous faites comment pour tenir ce rythme de flux? Ça nous vient spontanément, en fait. Oui, il y a une partie de notre naturel en fait qui fait ça. Voilà. Et puis aussi parce que on a des idées qui se complètent. Donc Gilles peut avoir des idées, moi j'ai d'autres idées. Donc en fait, si on veut faire traiter les 2 idées, forcément, ça fait plus de contenu. On a toujours plusieurs sources d'alimentation. On n'a pas le syndrome de la page blanche, donc ça c'est déjà bien. C'est-à-dire que dès qu'on s'installe, les mots viennent assez rapidement. Ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est de comparer ensuite la participation de l'un à la participation de l'autre, parce qu'il faut en faire la synthèse. Et donc sur 10 plus ensuite Kelvin, vous avez conçu directement cet univers dès le départ pour s'inscrire dans votre multivers. Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité des autres romans que vous avez écrits sur le multivers ou est-ce qu'il est un peu à part? Ah, il est un peu à part. En fait, le point de départ, parce qu'en fait, dans ce livre, Oksana s'occupait plus particulièrement des personnages, des péripéties, et moi je me suis occupé plutôt de la partie scientifique. C'est venu d'une lecture concernant un type d'étoile très particulier qu'on appelle les étoiles de Son-Ziklo, et qui sont en fait des étoiles l'une dans l'autre. Donc c'était une théorie qui avait été faite par Andrew Kirson, qui était le conseiller scientifique pour Interstellar, et qui est un prix Nobel de physique quand même, et qui pensait qu'il pourrait y avoir des étoiles dans une étoile. Et ça paraissait complètement idiot. Et en fait, les scientifiques ont découvert apparemment au moins un exemple. C'est une étoile à neutrons qui est à l'intérieur d'une étoile. Donc en partant de ceci, on s'est dit, mais si au lieu de mettre une étoile dans une étoile, si on mettait une planète à l'intérieur d'une étoile. C'est assez complexe, assez pointu. Et on a été conseillé d'ailleurs utilement par par Jean-Pierre Luminet, on connaît depuis le cathédrale de Brume, auquel on a posé quelques questions et qui nous a donné des éléments permettant de savoir si ce que l'on disait était au moins du domaine de l'acceptable. Et ça sort vraiment de l'ordinaire, quoi, parce que c'est pas un sujet qu'on traite, qu'on voit beaucoup traité dans d'autres romans. Ou... Oui, parce que j'étais très surpris. Alors les planètes, on a l'habitude de les voir tourner à l'extérieur de l'étoile. Là, on est à l'intérieur de l'étoile avec un bouclier thermique. Donc, tu as déjà un peu répondu à la question. Scientifiquement, j'avais l'impression que c'était improbable. Non, parce qu'en fait, les champs magnétiques, si on prend l'exemple de ce que l'on essaye d'expérimenter sur la fusion nucléaire à destination civile, les scientifiques créent ce qu'on appelle des tokamaks, où il y a un autre système dont je ne me rappelle plus le nom, où on confine en fait le plasma dans des champs magnétiques, un plasma qui est à 100 millions de degrés dans les champs magnétiques, ce qui est en fait le seul environnement qui permet de maintenir des températures très élevées. Mais si on maintient, un champ magnétique peut maintenir quelque chose de très chaud dans un environnement normal, un environnement normal peut être aussi confiné dans un champ magnétique dans un environnement très chaud. Et ça peut prendre l'inverse. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est alors les peuples sont en guerre. On a l'impression que c'est une grande généralité dans l'espace, c'est pas que sur Terre. Et là, on a finalement des signaux lumineux qui apparaissent et qui font à tout le monde poser les haches, les armes, etc. Une source d'espoir pour vous? La source d'espoir vient plutôt de l'extérieur. Nous sommes assez confiants, mais assez peu dans l'humain. Mais ça, c'est un thème récurrent par contre, parce qu'on le retrouve aussi dans Zalmoxis, qui est la suite de Catharsis. Une partie de la population survit et se retrouve sur une autre planète. Et les 2 peuples, celui qui reste dans les grottes et qui est un peu plus barbare, mais qui va jusqu'au bout, quoi, qui en fait va se retrouver avec le peuple qui a évolué autrement et qui est plus développé intellectuellement. Ils vont se rendre compte en fait que l'un va avoir besoin de l'autre parce qu'ils ont des énergies en fait qui se complètent. Donc ça c'est un thème qu'on retrouve plus dans les autres romans et qui est plus un peu comme la vision
holistique qu'on prône, en fait de chercher l'équilibre, par exemple entre l'homme et la femme, d'avoir des choses qui se complètent plutôt qu'être toujours en guerre permanente. perpétuellement, voilà. Et c'est un thème qu'on retrouve tout le temps, qu'on affectionne particulièrement. Et par contre, au niveau de l'étoile et des populations qui vivent à l'intérieur, je trouve ça, c'est la partie vraiment un peu originale et qui est due aussi à la passion de Gilles, enfin de pousser vraiment les connaissances et la soif de découvrir des choses. Gilles est toujours en train d'apprendre des choses sur les animaux, enfin c'est incroyable. C'est Ça se voit fortement sur votre compte Facebook. On voit un certain nombre de messages passés, d'images, d'articles, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir cette avec diversité. le nom scientifique, avec, on est arrivé à l'hôtel qui est formidable, qui est dans un cadre vraiment apaisant et tiens, ça c'est les choucas. Un vol de choucas. Tiens, ça c'est tel arbre et ça je connais, il y a ça dans ma région. Enfin c'est incroyable quoi. Il connaît beaucoup de choses. Je suis sûre que voilà, c'est intéressant. Donc dans le livre, on bénéficie un peu de ses connaissances et de sa soif d'apprendre et de transmettre aussi. Donc je trouve ça plutôt très sympathique. Et ça reprend effectivement un petit peu ce qui se passait dans Alnoxis, où en fait, c'est les humains qui étaient partis pour Mars, qui reviennent ensuite pour aider ceux qui sont enfermés dans les fameuses cavernes d'Alnoxis et qui, eux, vivent comme des sauvages, c'est-à-dire à peu près comme nous, en gros, il suffit d'ouvrir la télé pour voir à peu près comment on vit, si ce n'est qu'eux sont dans des cavernes. Et ceux qui viennent de l'extérieur vont les aider, et les autres vont les aider à leur tour, mais ceux qui viennent de l'extérieur les aident non pas parce que ce sont des humains qui sont installés sur Mars et que le fait d'être sur Mars, d'un seul coup, ils sont devenus très bons, mais c'est parce qu'ils ont été en contact avec une autre civilisation qu'elle est un petit peu moins conne, pour utiliser un terme qui est en dessous. Scientifique. Voilà, c'est un terme très scientifique. Il y a une autre particularité aussi que je trouve sur beaucoup de vos romans, c'est une espèce de fascination pour les figures géométriques et une deuxième autour de l'invention d'espèces qui sont toutes plus improbables les unes que les autres, originales. Ça se construit comment cet univers-là? On a des cerveaux très bouillonnants, c'est-à-dire on part d'une idée et on fait des espèces d'allers-retours, parce qu'on habite au même endroit, donc on se fait des allées et venues par mail, et au bout de quelques allées et venues, c'est quasiment un phénomène quantique. Si on arrive vraiment à des choses complètement étranges, un peu comme les noms qu'on utilise aussi quelquefois. Et ça vient en fait d'une espèce de partie ping-pong. Et à chaque élément, on arrive à un niveau supérieur, un niveau supérieur, un niveau supérieur. Alors j'avais une vraie question vraiment pratico-pratique par rapport au nom imprononçable de certaines espèces, planètes, etc. Très concrètement, dans l'écriture, vous les appelez Pierre et vous faites Harry Place Soul après? Non, c'est vraiment une recherche. Alors, les noms les plus abracadabrantesques, c'est moi, généralement. Je dédouane totalement Oksana. Ça c'est compliqué même pour moi de lire un peu des fois, je bug un peu, parce qu'il y a des lettres, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, c'est le jeu de Gilles, ça. D'accord, parce que c'est vrai que, alors moi, j'ai du mal à me souvenir des lettres un peu bizarres, là, qui viennent, c'est du caractère grec ou... Il y a du grec aussi, oui. Oui, il y a un peu de tout. Sinon, c'est pas drôle, voilà. Et ce qui fait d'ailleurs que Jean-Marc L'Officier s'arrache un peu les cheveux à chaque fois. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est imprononçable, parfois. Non, mais c'est pas fait pour être prononcé, d'ailleurs. Voilà. Mais visuellement, par contre, au bout d'un certain temps, ça se reconnaît. Parce que ça fait une empreinte visuelle un peu comme une charte graphique pour une marque, etc. Alors l'autre particularité, alors j'ai lu quand même pas mal dans vos romans au fil des années sur les parties notamment autour qui sont plus science-fiction. J'ai l'impression d'être porté par vos histoires. J'ai l'impression en sortant du livre que j'ai pas tout compris. Alors, je veux pas le reconnaître en public, mais en vrai, j'ai pas tout compris. Mais il y a une espèce. Je pense que c'est normal, ça. Voilà, il y a une espèce de portée poétique. Et en fait, à chaque fois, je me pose la question de savoir la trame. Alors, on voit bien le parcours des personnages, etc. Mais il y a une espèce de flottement. Est-ce que vous avez conscience que vos lecteurs, je pense, un certain nombre de lecteurs, le lisent plus pour la dimension poétique que pour la dimension scientifique? Ah, probablement. Notre objectif premier, en fait, c'est de les envoyer, de les faire porter vers quelque chose, vers un rêve ou pas, mais de les emmener, en fait, de les emmener dans une sorte d'odyssée, et qu'ensuite ils suivent, qu'ils se laissent emporter, mais sans pour autant regarder partout
faut déterminer chaque chose à un moment, qu'il se laisse pas devenir presque inconscient, mais se laisser vraiment porter par les choses. C'est un petit peu notre objectif. Et c'est vrai que ça passe quelquefois par la poésie. On aime bien la Heureusement poésie. qu'il y a aussi de la facilité à avancer dans l'intrigue et de ne pas rester que sur la science, parce que sinon on reste bloqué dès le début et puis on referme le livre. Donc il faut aussi un peu de poésie, parfois un peu de légèreté, un peu d'érotisme. Il y a des scènes parfois très sensuelles et c'est complètement assumé et ça fait plaisir aussi. Je pense que le lecteur recherche un peu ça. On n'est pas dans la romance. Parce qu'on nous parle beaucoup, bah tiens, moi j'aime les romans à l'eau de rose. On ne fait pas ça, on n'est pas. Mais il faut un petit peu aussi faire rêver, tout simplement. C'est emporter le lecteur avec nous et puis avoir un peu de science, un peu de choses qu'on découvre et même si on ne comprend pas tout, d'attiser la curiosité, enfin d'aller un peu plus loin, quoi, tout simplement. On aime bien mélanger le miel et le vitriol, en fait. Hein. Ouais. Bah, en sachant que là, dans celui-là en particulier, il n'y a pas d'érotisme, à part le fait qu'il se balade. Non. Non, alors qu'il y en avait beaucoup dans Récits en enfer. Oui. Mais c'est pour ça on refuse systématiquement d'être mis dans une boîte et dans une case. Hein. De telle façon qu'il y a un certain nombre de trames qui sont assez régulières dans nos romans, mais c'est pas que de ceci, que de cela, que de cela. Souvent, on bascule d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, en espérant que les lecteurs nous suivent. Et alors du coup, sur Erich Kella en enfer, qui est plutôt qui est dans la collection noire, hein, si je dis pas de bêtises, de Rivière Blanche. Ça se passe à l'époque mérovingienne. Voilà, qui se passe à l'époque mérovingienne. En fait, on a une dimension historique qui est quand même très présente. Alors, parce que du coup, j'ai été regarder un certain nombre d'éléments parce que Ok. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette dimension historique? Alors, j'ai compris que c'était plus toi qui accrochait. J'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne. Donc, j'ai toujours été passionné par l'histoire. J'étais plutôt en égyptologie, mais j'ai toujours été passionné par l'histoire. Et je pense que quand on parle d'une base historique solide, c'est le meilleur moyen pour ensuite faire partir véritablement dans le rêve. Plutôt que de partir sur quelque chose un petit peu brinque-ballant, quand on part du réel, de quelque chose qui est vraiment bien précis, et qu'ensuite on fait évoluer, avec des personnages qui eux sont particuliers, parce que dans le cas présent, il y a donc une mystique. Oui, puis l'érotisme existe depuis toujours. Oui. Dans l'histoire, il y a toujours eu de l'érotisme ou de. Et une relation tout à fait particulière entre deux personnes qui ne devraient normalement jamais se rencontrer et qui vont pouvoir ensemble participer à une véritable odyssée. Et là, donc mérovingien, plutôt histoire française, mais vos romans s'implantent dans différentes cultures aussi. Tout à fait. Donc, ce qui permet, c'est une volonté aussi de permettre à vos lecteurs de découvrir d'autres formes d'histoire, d'autres formes de culture. D'ailleurs, on a souvent eu des retours de lecteurs nous disant, mais en fait, grâce à tel roman, je me suis intéressé à telle civilisation ou à telle autre, parce que d'un seul coup, ça leur a été présenté sous un côté particulier, et ils se sont dit, oh, mais j'aimerais bien en savoir plus. Comme en plus, maintenant, il suffit de cliquer de 3-4 mots. Il y a des gens ensuite qui se sont intéressés à quelque chose simplement parce qu'on leur a présenté sous une forme différente. Qu'ils ont considéré comme étant attrayant. Et par rapport donc à votre actualité, donc le prochain sort en mars, hein, si j'ai bien lu. Voilà. Donc toujours aux éditions Rivière Blanche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, on va pas en dire beaucoup sur. Disons que ça part autour un peu de la problématique, de l'importance du temple de Delphes et de. Connais-toi toi-même. Voilà. Enfin, moi, c'est l'idée que j'aimais bien. Le temple de Delphes. Et en fait, on part d'un moment de deux personnages qui vivent à des moments relativement proches avant un grand cataclysme qui arrive sur Terre. Donc, ils vivent au milieu du XXe siècle, hein, du XXIe siècle. Donc, on est vraiment dans notre époque. Qui d'un seul coup, il va se passer quelque chose de particulier. Et pour l'un d'entre eux, pour l'un des couples, ils vont se retrouver face au temple de Delphes parce qu'il y a une raison pour ça. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans un monde complètement différent, qui est un petit peu construit comme le monde du Petit Prince, avec un petit astéroïde, avec une planète, etc. Et où ils vont découvrir tout un tas de choses qui vont les revivifier par rapport à ce qu'ils ont connu, avec comme fil directeur, comme fil d'Ariane en fait, le temple de Delphes, le temple oraculaire de Delphes et la Pythie Delphes. Et sur celui-là, comment vous êtes réparti le travail? Toujours de la même façon? Oui, c'est d'ailleurs là sur celui-ci, Oksana qui a fait le plus de boulot. Hein. Oui, c'est en marchant en fait, parce que j'aime bien marcher dans la nature et tout, et puis j'ai pensé à ça. Quelqu'un en fait, un aventurier ou un
un étudiant, peu importe le personnage. L'idée de départ, c'était ça. Et qui perd tout dans sa vie, en fait. Qui se retrouve sans rien, démuni, en fait, et qui fait un point sur sa vie, et puis qui va se reconstruire à partir de là, et ça l'amène à faire un voyage, et ça l'amène au temple des Delphes, et puis à cette idée, connais-toi toi-même, et qu'est-ce que tout ça, ça veut dire, en fait. Et effectivement, à la Et fin de comme l'histoire, Gilles, je sais qu'il les s'intéresse personnages- beaucoup à plein oui. de choses, je lui en ai parlé, et je dis, est-ce que ça te donne des idées? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tout à fait, et puis alors là, ça y Et est, on- c'est parti. on a envoyé comme Et ça. c'est forcément très riche parce que lui, il a d'autres idées qui ne m'étaient pas du tout venues en tête d'ailleurs. Donc ça se complète. C'est Et puis l'avantage de travailler en duo. voilà. D'accord. Et Et, on a pu étoffer tout ça. et du coup, pas de problème de page blanche, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup à tous les deux? Ah ben, de continuer à écrire jusqu'en 2100 ou 2150. Hein. Ok, Minimum. ça nous va très bien. Hein? On est tous d'accord. Tant que je peux les lire jusqu'à 2100, 2150 aussi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Hein. Et les salons, parce que du coup, qu'est-ce que vous rencontrez sur les salons? Qu'est-ce qui vous intéresse sur la dimension salon? Ben, c'est la réalité par rapport aux réseaux sociaux, c'est intéressant. On voit les gens réels parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a des fans, il y a des lecteurs, il y a des commentaires en dessous de ce qu'on publie. Donc ça permet en fait de briser la glace et de voir les gens en vrai, tout simplement. C'est pas mal. Puis de rencontrer aussi quelques copains qu'on croise de temps en temps. Voilà. D'autres auteurs, des gens Voilà. qu'on connaît depuis longtemps, les organisateurs, les gens qui font les interviews. C'est un moment convivial. Hein. On commence à connaître plein de gens maintenant, et puis, Voilà. puis des nouveaux lecteurs, des gens qui nous font part de leur aventure. C'est très enrichissant au final. Tout à fait. C'est vraiment se replonger un petit peu dans l'elle, parce que bon, c'est vrai que quand on travaille comme on travaille, on est beaucoup en contact avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, chacun sait que c'est pas la réalité. Hein. Bon. Et il y a certains manifestement qui n'ont pas compris. En fait, c'est pas la réalité. Donc là, quand on va dans un salon, dans un festival, on est vraiment dans le réel. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps Ça a été un plaisir. Merci aussi. et tout le meilleur. Merci. Merci.